Bienvenue sur Je peux pas, j'ai l'une, le podcast qui prend plaisir à te relier au cycle universel et à ton corps comme étant la terre la plus précieuse pour ton évolution. Ici, amusons-nous à jardiner la tête dans les étoiles et les pieds dans la terre, en route vers la permaculture intérieure. Je suis Fanny, joyeuse terrienne et utopiste incarnée. Et si j'ai quelque chose de magique, c'est d'accompagner ta transformation en passant de ton épreuve de vie au courage et de la vision de ton job idéal à l'entrepreneuriat engagé. Mon mot d'ordre ? Radicalement vivante, maintenant. Hello à vous les vivantes et les vivants. Ravie de vous retrouver dans cet épisode numéro 9, l'EMDR pour assimiler ses souffrances. Aujourd'hui, j'ai grand plaisir d'accueillir Betty Tutrice, avec qui nous allons échanger sur le MDR, donc cet outil extraordinaire, mais pas que. Nous allons également parler de psychogénéalogie, d'épigénétique, d'identification, de croyances limitantes, bref, tout un tas de sujets formidables pour pouvoir enfin dépasser ce qui fait souffrance en nous et enfin pouvoir être nous-mêmes, vivre ce pourquoi on est venu sur Terre. Alors, un petit mot sur Betty. Betty est avant tout une grande amie, mais c'est également une professionnelle extraordinaire. Je vais la laisser se présenter. C'est parti. Bonjour Betty. Bonjour Fanny. Je suis ravie de t'accueillir sur cet épisode. Épisode sur lequel je t'ai invitée parce qu'il y a deux sujets qui nous rapprochent, qui sont à la fois l'EMDR et la psychogénéalogie. Et ben moi, je suis ravie d'être avec toi pour ce moment. Voilà, autour de la psychogénéalogie, c'est un sujet qui me passionne, et puis de l'EMDR aussi, et autour du traumatisme. Génial. Je vais te laisser te présenter, Betty, et puis après, on suivra le fil. D'accord. Donc, Betty Tutrice, je suis psychogénéalogiste et formatrice au sein de l'IFPIA. J'ai beaucoup accompagné les personnes autour de leur histoire transgénérationnelle. Et puis, j'ai une spécificité en tant que thérapeute et en tant que formatrice. C'est que j'enseigne et j'accompagne aussi les gens autour de l'EMDR. Donc, j'enseigne l'EMDR au sein de l'Institut. Et puis, je complète aussi le cursus en psychogénéalogie avec tout ce qui est mémoire traumatique. Donc, voilà. Génial. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de la psychogénéalogie ? Alors, la psychogénéalogie, c'est une thérapie, c'est de la psychothérapie. Souvent, je le précise parce qu'il y a parfois des confusions. C'est pas de la numérologie. On met pas les gens dans des cases en fonction de leur date de naissance. C'est de la psychothérapie. Ça veut dire qu'on va accompagner les gens à partir d'une problématique. Et on va dire que la porte d'entrée, c'est l'histoire familiale, c'est-à-dire tous les événements, tous les personnages qui ont eu un impact. Alors là, on est dans le trauma, ça veut dire les événements n'ont pas été réglés ou les deuils n'ont pas été réglés. Et ces événements, ces personnages vont avoir un impact sur un individu. Moi, j'aime bien le mot transmission. Ça veut dire que l'inconscient familial va demander à un individu d'être en transmission, c'est-à-dire il est missionné pour venir régler ce traumatisme, cet événement. Voilà. C'est hyper simple, hyper court, voilà, c'est tout ton art, Betty. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que l'EMDR ? Et puis, après, on fera le lien entre les deux. Alors, l'EMDR, c'est une technique qui nous vient des États-Unis, d'une psychologue qui s'appelle Francine Shapiro, qui a accompagné les vétérans de guerre. Et puis, elle a découvert, elle a réinvesti des choses qu'on peut retrouver dans le yoga ou dans la kinésiologie ou dans d'autres pratiques. Elle a découvert qu'à partir des mouvements oculaires, en fait, donc les mouvements oculaires, où il y a un balayage, l'œil va les yeux vont du côté gauche, puis après du côté droit. Et avec ce balayage, en fait, oculaire, elle s'est rendue compte que ça venait réinformer les événements traumatiques. Alors, les événements traumatiques, ce sont tous les événements qu'on vit et sur lesquels il y a encore de l'émotionnel, des sensations, peut-être une sensation de blocage. Voilà. Oui. Alors, pourquoi je t'ai fait venir aujourd'hui dans cet épisode ? Eh bien parce que je me suis formée aussi à l'EMDR avec toi, Betty, il y a quelques mois maintenant. Oui, ça passe très vite.
Moi, c'est une pratique que je connais depuis plusieurs années, mais j'ai mis du temps pour y arriver en tant que thérapeute, parce que voilà, il fallait que je passe par des processus avant de pouvoir, moi, le pratiquer et le proposer à ma clientèle. Mais je trouve que c'est une pratique qui est extraordinaire, parce qu'elle peut, en peu de temps, finalement, offrir des résultats de libération qui sont presque déconcertants. Hein. C'est vrai que je me permets de dire ça là parce que moi, je l'ai pratiqué pour moi. Et c'est vrai que quand on explique ça, sur le coup, on se dit oui, bon, bah, c'est encore une pratique de plus, une thérapie de plus, ça ou une autre, quelle est vraiment la différence? Ce que j'aime vraiment avec le MDR, c'est quand même ce côté rapide, libérateur et légèreté. Voilà. Et j'ai réalisé un peu avant la formation, et encore plus au cours de la formation, que finalement, nous étions, quand je dis nous, c'est l'ensemble de l'humanité, si je peux me permettre de dire ça comme ça, tous détraumatisés. Là, tu viens de le dire en introduction, tu as dit que, voilà, que cette thérapeute s'était occupée de vétérans de guerre et du coup avait reconstruit une thérapie à partir de pratiques plus anciennes pour des gros traumatismes. Mais moi, ce qui me touche aujourd'hui, c'est que finalement, on a des micro-traumatismes, tous, tu l'as dit là avec la Complètement. psychogé, Ouais. et malheureusement, les micro-traumatismes peuvent engager à la même hauteur que des gros traumatismes, des comportements qui vont nous rendre des habitudes de vie, des comportements qui vont nous rendre mal, qui vont nous éloigner de nous-mêmes, qui vont nous limiter, qui vont du coup derrière engager des troubles aussi simples que des troubles du sommeil, des petits stress au quotidien, des retards répétitifs, peut-être même des mises en échec scolaires, professionnelles, peut-être aussi ça va nous faire rencontrer des mauvaises personnes, etc. Et ça, c'est notre quotidien. Ce que j'ai remarqué, moi, dans mes accompagnements, moi, ça fait à peu près 9 ans maintenant que j'accompagne les personnes en demande. Parfois, les personnes se confondent avec un trouble. En disant, bah oui, mais moi, je suis timide, je suis comme ça. Ou, oh, bah, de toute façon, moi, j'ai des troubles du sommeil et c'est comme ça. Mais non. En fait, on peut traiter les troubles du sommeil, on peut dépasser une timidité, on peut devenir hyper à l'aise à l'oral alors qu'on pensait que ça faisait partie de nous, d'avoir des difficultés à l'oral, etc. etc. Est-ce que là, tu peux nous faire peut-être un lien psychogé et EMDR, nous dire en quoi c'est lié, en quoi les deux thérapies peuvent nous apporter un intérêt et en même temps en quoi c'est différent? Bah, je rebondis un peu sur ce que tu viens de dire parce que là, en fait, tu nous parles de ce qu'on appelle l'identification. Je m'identifie à une croyance limitante qui est « je suis timide ». C'est une croyance, hein, d'être timide. Je peux m'identifier à un personnage de ma famille. Je suis comme ma mère. Ça aussi, c'est limitant. Ça peut générer des croyances limitantes. Je trouve que le lien entre la psychogénéalogie et le MDR, c'est, tu le dis très bien, c'est le MDR, c'est un... J'aime pas dire technique, hein, pour moi c'est une thérapie, c'est-à-dire c'est un outil qui fait qu'on va accompagner quelqu'un sur son chemin. Le propre de l'EMDR, en fait, c'est que ça va venir nous déscotcher, nous désidentifier. Et le lien avec le transgénérationnel, il est là. C'est-à-dire que si j'accompagne quelqu'un sur son histoire transgénérationnelle, sur ses identifications à certains personnages de la famille, ou à certains événements qui ont créé des croyances limitantes, eh bien, l'EMDR va permettre de se désidentifier. Moi, j'aime bien le mot déscotcher. En fait, on se déscotche de l'histoire. On prend de la distance avec l'histoire. Et si je prends de la distance avec l'histoire, alors je viens régler ma mission d'âme. C'est-à-dire que la mission, quand on arrive au monde et dans une famille, pour le coup, c'est de devenir différent. C'est le différent qui amène une évolution à notre humanité. C'est pas l'identique, en fait. Plus on est dans l'identique, plus on est dans l'identification, et plus il y a quelque chose qui nous retient, qui est de l'ordre de la mort, en fait. Il y a comme des petites morts, on peut pas être vraiment soi-même, on se sent pas libre, on peut pas exprimer totalement nos potentiels. Et moi, je trouve que l'outil EMDR, vraiment, enfin, tu le dis, c'est rapide, moi, je trouve que c'est extrêmement efficace. Ça permet vraiment de s'individualiser, en fait. Je pense que c'est ça qui guérit le monde. C'est de proclamer
le fait qu'on est unique, en fait. Oui. Tout simplement. Enfin, Ouais, bien c'est sûr. simple et c'est compliqué à la fois, mais ouais, tout bien à fait. sûr. Ouais, c'est très... C'est beau ce que tu dis. En t'écoutant, je me rappelle en fait d'une chose que tu nous as dit en formation et en même temps ça venait confirmer en fait un ressenti que j'avais. On est dans un pays où malheureusement on a l'impression que l'EMDR, on doit y avoir accès uniquement si on a eu un accident de la route, si on a vécu un gros choc émotionnel, si on a vécu un attentat. Moi-même, en tant qu'ancienne infirmière, j'ai mis du temps à démonter cette croyance. Parce que dans mes études d'infirmière, il y a plus de 15 ans maintenant, voilà, on nous avait expliqué que le MDR, c'était une technique, pour le coup, pas une thérapie, pour voilà, des gros chocs et qu'on était dans un état de choc post-traumatique. Ça, j'aimerais bien qu'on démonte ça. Et l'autre chose qui m'est venue aussi en t'écoutant, c'est le parallèle avec un pays qui est très psychanalytique. Est-ce que tu peux nous en toucher un petit mot à ce sujet ? Alors, c'est vrai que l'image qu'on a de l'EMDR, c'est que c'est fait pour accompagner les gros traumas. En général, c'est ça. D'ailleurs, la création de l'EMDR, ça s'est passé autour de ça aussi. Or, à partir du moment où on a une croyance limitante, où on a une émotion, c'est-à-dire qui reste en fait, moi, je pense là à la colère, les ruminations. À partir du moment où il y a ces formes de rumination et de croyances limitantes, la croyance limitante veut dire que c'est une croyance qui s'est construite avec une expérience qui a été mal vécue. Voilà. Si l'expérience a été mal vécue, alors c'est un trauma. Ce qui fait que l'EMDR, j'ai envie de dire, l'utilisation de l'EMDR, c'est pas que pour les gros traumas. En fait, c'est pour tous les traumas, les petits traumas, les petits traumas et les gros traumas, les moyens traumas. En fait, ça vient balayer plein de choses. Ouais. Vraiment, quoi. Ouais, bien sûr. Donc ça, c'est vraiment important. Et d'ailleurs, je réalise une chose, en fait. Je me dis, dans l'épisode là qu'on est en train de faire, en fait, on va lever une croyance limitante. C'est celle de croire que le MDR n'est uniquement dédié qu'à des personnes qui ont des gros traumatismes. Moi, on me l'a dit il y a encore 2 semaines. Je suis en train d'informer ma clientèle que j'ai donc un nouvel outil. Et donc, je suis en train de proposer, là, dans des accompagnements que j'ai en ce moment, je dis, ben voilà, ce serait vraiment bien qu'on se voit et j'aimerais te proposer quelques séances, là, à venir en EMDR. Et la personne me regarde et me dit, ah ouais, mais bah non, moi j'ai pas, il m'est rien arrivé de grave dans la vie. Alors que cette personne, je suis en train de l'accompagner, il y a quelque chose qui, en ce moment, on n'arrive pas à lever, on tourne autour du pot, c'est tout le temps les mêmes réflexions en disant, mais oui, mais c'est comme ça, je suis en colère contre tel sujet, parce que il m'est arrivé ça dans ma vie, et donc depuis, la colère, elle est là, et donc on chemine autour de cette colère, et je trouve que là, l'outil EMDR pourrait être très intéressant. Et moi-même, auprès de mes clients, il faut déjà que je désamorce une croyance limitante. Donc j'ai vraiment à cœur que cet épisode-là, il puisse vraiment tacler. C'est comme ça que je parle. On va la tacler, on va la switcher, cette croyance. Le MDR est bon pour toutes les expériences, comme tu l'as dit, qui vont venir... Alors j'essaie de trouver un synonyme de traumatiser. Une expérience qui va venir faire un blocage, finalement. On pourrait dire une expérience non digérée. Une expérience non digérée. Tout simplement. Quelque chose qui vient... Qui reste là, qui n'est pas assimilé. Qui reste à un état un peu brut. C'est-à-dire, ça n'a pas été assimilé par notre psyché, mais par notre corps. Pareil, moi j'aimerais préciser, c'est-à-dire que quand on travaille en EMDR, moi je pense que la porte d'entrée de l'EMDR, c'est plutôt la sensation, l'émotion ou la croyance limitante. Oui. On va pas chercher avec le MDR, on va pas chercher à retrouver un événement traumatique. Pour moi, ça, c'est essentiel. Il y a des micro-traumas qu'on traverse, par exemple, au moment de la naissance. Avec le MDR, on va pas forcément retrouver ce moment précis de la naissance où il y a un événement qui a mal été vécu, une séparation avec la mère, des choses comme ça. Par contre, le MDR va nous permettre de revivre en termes de sensations, en termes d'émotions, tout ce qui est resté à l'état brut, en fait.
et va permettre en fait de digérer tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est croyance limitante en fait, tout ce que cette période de vie en fait a généré chez nous ou a laissé. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'événement, nous laisse quelque chose avec lequel on n'arrive pas à se dépêtrer en fait, qui nous bloque et qui nous limite. Oui, c'est ça. Oui, bien sûr. Alors, pour rassurer tout le monde quand même, on est bien d'accord qu'en EMDR, on ne cherche pas forcément un trauma. On ne vient pas à l'EMDR en disant « Bonjour, j'ai un trauma, je voudrais une séance de EMDR ». Et on ne va pas forcément, au cours de la séance, absolument chercher un traumatisme. On va bien chercher quelque chose qui gêne ici, dans l'instant présent, que ce soit une émotion, une sensation ou une pensée. Oui, non, on c'est va ça. pas chercher le trauma, quoi. Oui, merci Betty de dire par rapport à ça, on va pas chercher le trauma parce que ça aussi, c'est une croyance limitante. En tout cas, là, c'est ce que j'observe moi, là, ces semaines passées, c'est que quand je parle de l'EMDR à ma clientèle qui sont déjà en accompagnement en ce moment, tout de suite, il y a comme un mouvement un peu de oui, mais oula, j'ai pas trop envie d'aller réveiller les vieux démons, j'ai pas trop envie d'aller fouiller et chercher un traumatisme. Donc, pareil là-dessus, se détendre, on va pas forcément nommer un traumatisme. Et on ne va pas non plus vivre de flashbacks à l'image de ce qu'on peut peut-être voir dans certains films. On va pas être dans une reviviscence de l'événement difficile. On travaille bien avec ce qui est ici et maintenant. Quelque chose où on pourrait se dire ah bah tiens, on va vivre des flashbacks et on va vivre exactement le traumatisme avec tous les souvenirs très précis, comme s'il y avait une reconstitution pleine du film. Par contre, il y a eu en effet ce que tu as dit, une première image qui a permis d'accéder à une émotion, à un ressenti, mais c'est tout. Et in fine, l'objectif, c'est bien de ressortir de la séance en se sentant bien dans son corps, son cœur et sa tête, ou tout simplement se sentir bien maintenant dans sa vie. Voilà, donc je pense que c'est vraiment important ça aussi de se rassurer. En fait, on va revivre ce qui est là en nous, ce qui est resté là en nous. C'est Alors ça. moi, je précise toujours, mais pour moi, l'accompagnement, alors en plus, je travaille en psychogénéalogie, alors c'est très surprenant, je dis toujours à mes élèves, l'origine, c'est pas le passé en fait. L'origine, c'est le ici et maintenant. Ici, maintenant, qu'est-ce qu'il reste de cet événement? Ici, maintenant, comment je me sens? Ici, maintenant, c'est quoi l'émotion qui me traverse? Ici, maintenant, c'est quoi l'image par rapport à la croyance? Moi, je trouve ça important parce que ça veut dire que ce qui est au centre, c'est vraiment le processus qu'engendre le MDR, puisque là, on parle de l'EMDR, mais c'est le processus que traverse la personne. Et l'origine, c'est ce qu'on vit à l'instant T. L'origine, c'est pas notre passé. Et moi, je trouve qu'il y a une confusion. Souvent, les gens disent que nos racines, ce sont nos ancêtres. Pas du tout. Nos ancêtres, ce sont le terreau. C'est le terreau dans lequel on va planter nos racines. Mais nos racines, c'est le ici, maintenant. C'est qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie? Comment j'ai envie de me poser? Comment j'ai envie de vivre? Qu'est-ce que j'ai envie de ressentir? Alors bien évidemment, on ne peut pas se couper de notre histoire ni de nos ancêtres, mais c'est uniquement le terreau. Est-ce que le terreau est bon? Est-ce qu'il est mauvais? Est-ce que je dois rajouter quelque chose? Est-ce que je dois changer quelque chose à cette terre? Pour moi, vraiment, l'essentiel, c'est ça. L'origine, notre origine, c'est le ici, maintenant. C'est pas le passé, quoi. Et c'est ce qui fait qu'on peut changer les choses, qu'on peut évoluer, qu'on est des êtres en évolution en permanence. Moi, je trouve ça extraordinaire, en fait. Donc, la vie s'ouvre à nous et je pense que si on est dans le ici et maintenant, tout peut changer, en fait. J'aime beaucoup quand tu dis ça parce que, en fait, je trouve que ce message est vraiment très beau, en fait, de se dire rien n'est jamais acquis. Ton défaut qui te gêne, que tu ne supportes plus voir, parce que voilà, la magie de la vie fait qu'à un moment donné, certes, on est des humains, donc on n'est pas parfait, bien heureusement. Sinon, je pense qu'on s'ennuierait si le monde était parfait. Donc, on a des défauts, des parts d'ombre, et on a des parts de lumière et des qualités. On peut venir à la thérapie, on peut venir au coaching quand à un moment donné, on en a marre, on est fatigué, on ne supporte plus une part d'ombre,
ou un défaut. Voilà, on se dit mais non, ça c'est plus moi, ça ne m'appartient plus. Voilà, moi j'aime beaucoup dire aux personnes, t'en as marre, c'est génial, génial, super. Ça veut dire que c'est ce ras-le-bol là, il te permet de te mettre en mouvement. Et donc oui, autorise-toi à en avoir marre de ton défaut et ose aller ouvrir cette porte du défaut et vois vers quoi ça va t'emmener. Quand tu disais, voilà, on est des êtres d'évolution et on évolue toute notre vie, et c'est ça qui est beau, et je suis entièrement d'accord. Et moi, ce qui me fend le cœur parfois, c'est de voir des personnes qui sont cantonnées depuis des années dans des mécanismes ou dans des habitudes de vie qui les limitent, qui leur font mal au cœur, qui leur font mal tout simplement. Non, ose te dire oui, j'en ai marre, oui, ce truc, j'en veux plus, et oui, il existe des outils super rapides, super simples, qui en plus font pas de mal, hein, parce que dans le MDR, tu me dis, Betty, si tu veux rajouter des choses, mais moi, ce que j'aime bien, c'est que on rentre, il y a une introduction, on rentre dans quelque chose, et puis à un moment donné, on plonge dans un truc où, bon, parce que dans l'accompagnement, on vient noter à un moment donné, hein, est-ce qu'on est, par rapport à notre difficulté, est-ce qu'on est dedans, et est-ce que par rapport à notre objectif de mieux, est-ce qu'on se rapproche. Et à un moment donné, eh bien, on s'en rend compte que dans la notation, ah non, on est vraiment prise là dans notre difficulté, et non, on est très très loin de notre objectif de mieux. Et puis on avance dans la séance, et puis on est encore moins bien, donc il y a cette espèce de vague là, et à un moment donné, que ce soit du côté du client ou du côté du thérapeute ou de l'accompagnant, eh bien, à un moment donné, pof, il y a un truc qui lâche et là, c'est super, c'est libérateur. Il y a un renversement de situation. Ah ouais, voilà. C'est pour ça que j'aime bien montrer la vague. Là, bien sûr, sur le podcast, on verra pas la vague, mais il y a vraiment ce truc, cette vague, et puis voum. Parce que le MDR, mais comme beaucoup de thérapies, hein, c'est-à-dire la personne, elle va venir avec sa souffrance, son questionnement. Le curseur dans l'accompagnement, dans le coaching, mais dans toute autre approche, hein, c'est vraiment la souffrance. Comment je peux la noter, cette souffrance ? Alors, sur 10, elle me fait souffrir comment ? Est-ce que je suis à 10 sur 10 ? Je souffre beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ou je souffre moyennement ? Et moi, je trouve qu'il y a une question essentielle qu'on pose en EMDR, c'est comment vous aimeriez vous sentir ? Et je pense que quand on a envie d'être accompagné, quand on a envie de changer, c'est une question essentielle. Comment j'aimerais me sentir dans l'idéal ? Et ça, on peut noter ça aussi. Ah bah aujourd'hui, moi j'aimerais me sentir apaisée. Bon bah là c'est plutôt 1 sur 10, c'est pas terrible. Mais ce qui fait qu'on a un objectif en fait. Et le MDR, moi je trouve que c'est un voyage, hein. C'est-à-dire on va partir de la problématique. J'aime bien là ce que tu nommes là, la vague là. C'est-à-dire peut-être qu'à un moment donné dans la séance, la problématique, on va dire, alors là je suis à 12 sur 10, mon Dieu, là je m'en vais où ? Et puis on revisite plein d'états émotionnels, plein de pensées. Et puis tout d'un coup, il y a comme un bouleversement, un renversement de situation. Tout d'un coup, on sent que comment j'aimerais me sentir, ça prend plus de place, ça s'installe beaucoup plus confortablement. Et l'idéal, bien évidemment, et souvent c'est ce qui se passe, c'est qu'à la fin de séance, on arrive à 10 sur 10 sur, par exemple, je me sens tout à fait apaisée. Ouais. Cette idée de notation, là, elle est très chouette parce qu'elle est concrète, en fait. C'est vrai que tu rentres en consultation, il y a une note, par exemple, là, comme tu as dit, 2 sur 10, et tu sors de consultation 10 sur 10, tu dis que, ouais, t'as bien fait de venir, en fait. Oui, c'est ça. Hein. Et si c'est 9 sur 10, c'est qu'est-ce qui vous empêche d'arriver à 10 sur 10 ? Peut-être que là, du coup, on est dans les bénéfices ou le petit quelque chose qu'il y a encore à travailler, mais c'est passionnant. Ouais. C'est un vrai voyage, en fait. Hein. Pour revenir à une petite anecdote là que tu nous avais dit en formation en disant mais n'oublions pas quand même la France c'est le pays mère de la psychanalyse. C'est vrai. Et ce qui peut nous impacter, je pense qu'il y a vraiment un inconscient collectif par rapport à ça hein, chez les Français, de se dire, d'avoir l'impression que quand on va pas bien, il faut des années de verbalisation pour se sortir d'une problématique. Et c'est là où en fait les thérapies de style MDR viennent complètement basculer, contrebalancer cette croyance, hein, puisque finalement en quelques séances,
Donc, sur quelques semaines ou quelques mois, on peut vraiment basculer quelque chose. Bon, on a longtemps pensé, alors je pense que c'est une croyance encore très fortement ancrée en France. On est quand même un pays très lacanien en fait, très psychanalyse par rapport à d'autres pays européens ou aux États-Unis. Nous, en France, on a longtemps pensé que c'est la parole qui pouvait nous faire changer et nous libérer. On peut rester 10 ans, 15 ans en psychanalyse et beaucoup, beaucoup, beaucoup parler et il n'y a pas grand-chose qui avance. Moi, je trouve que ce qui est intéressant dans les approches comme l'EMDR, c'est que c'est une approche psychocorporelle. C'est-à-dire qu'on va laisser parler le corps, on va laisser parler les émotions. On n'est pas uniquement dans la fonction pensée, dans le mental. On accueille véritablement tout ce qui traverse la personne en termes de sensations, en termes d'émotions, en termes de pensée, en termes d'images, en termes de souvenirs. Moi, je dis toujours, moi, la psychanalyse, c'est un peu ça. J'aime beaucoup la psychanalyse. J'y ai été formée en psychanalyse jungienne. Voilà, c'est une approche aussi très intéressante. Mais c'est pas parce qu'on parle, c'est pas parce qu'on prend conscience qu'on peut guérir, en fait. C'est pas suffisant. C'est pas parce qu'on pose un diagnostic qu'on peut guérir. C'est juste un état des lieux, en fait. La parole, ça peut être juste un état des lieux. Par contre, avec le MDR, il y a des sensations qui vont apparaître ou qui vont se transformer, parce que le but, c'est de les transformer, c'est ce qu'on vient de dire, c'est d'arriver à « je me sens totalement apaisée » ou autre chose, mais on va accueillir le processus corporel, en fait. C'est-à-dire, la personne, elle peut dire « là, je sens que ma gorge est très serrée ». Ah non, maintenant, c'est bizarre, mais la sensation de c'est serré, ça arrive dans le ventre. Ah là là, je le sens très noué. Et puis avec ce ventre qui est noué, je me sens dans une tristesse. En fait, c'est vraiment vrai. C'est un voyage, c'est aussi un voyage corporel et émotionnel. Donc, la parole a toute sa place. Parce que dans le trauma, ce qui est bloqué, c'est l'air de Broca. Donc, c'est la conscientisation et c'est la parole. Donc, la parole est essentielle, mais pas que. Il faut pouvoir accueillir tout ce qui va avec. Et en t'écoutant, je pense, j'ai plein de visages de ma clientèle qui me vient à l'esprit. Et je pense que plus on est mental, plus les pratiques telles EMDR peuvent être très intéressantes. Là, je pense notamment à un client en particulier qui est beaucoup dans le mental, dans l'analyse, qui a fait déjà un gros boulot sur lui, qui a compris beaucoup de choses de son fonctionnement, mais malgré ça, restent des comportements, pour être précise, qui le limitent et auxquels il s'est identifié en disant mais moi je suis comme ça dans la relation, s'il n'y a pas ça, ça et ça, je me sens pas en sécurité, donc je ne peux pas engager une relation s'il n'y a pas tout ça, ou bien alors je décide d'avoir une relation avec telle personne différente, mais voilà. Et donc c'est vrai que ça le bloque, et l'outil EMDR est très très intéressante chez les profils très dans le mental, parce qu'en fait le thérapeute va toujours dire « Ok, mais là, tu sens quoi ? Ok, d'accord, tu me dis ça, mais là, sur 10, comment est la sensation ? Ok, reviens à la sensation. Est-ce que derrière la sensation, il y a une émotion ? Est-ce que tu peux la nommer ? Et puis, oui, non, voilà, puis on continue nos mouvements oculaires, ou bien nos tappings, parce que c'est vrai qu'on a parlé des mouvements oculaires. Oui, il y a aussi le tapping, il y a aussi la musique bilatérale, où c'est de la musique qui passe oreille gauche, oreille droite, oreille gauche, oreille droite. Et le tapping sur les genoux, genou gauche, genou droit. Ouais. C'est les mouvements alternés, en fait, qui font qu'il y a le processus qui va s'enclencher. Ouais. Donc, mouvement alterné pour aussi remettre en connexion les cerveaux cerveau gauche, cerveau droit, mais plus particulièrement l'amygdale, l'hippocampe et l'aire de Broca, en fait. Oui, tout à fait. Parce que plutôt que de rester dans qu'est-ce que je pense et à quoi je m'identifie, on va poser la question de comment vous aimeriez vous sentir, comment vous aimeriez vous vivre. Et en fait, ça change tout. On identifie des choses, on peut identifier, on peut prendre conscience de certaines choses, on peut identifier peut-être des choses qui se répètent. Mais la question véritable, c'est qu'est-ce que j'ai envie d'en faire, en fait ? Comment j'ai envie de transformer ça ? Comment j'ai envie de vivre ? Cette question-là, elle est essentielle. Ok, d'accord, c'est comme ça. Mais vous décidez d'en faire quoi ? Ça change tout, en fait. Ça veut dire je m'autorise à faire différemment. Je m'autorise à vivre. Je m'autorise à me libérer.
pour moi, cette question-là en séance, comment vous aimeriez vous sentir, elle est extrêmement importante. Parce que la personne, en y répondant, elle se donne une autorisation. Ah oui, je peux faire autrement. Ah oui, alors comment je vais pouvoir faire? Comment je peux me sentir? Comment je peux vivre autrement? Il y a la notion de la responsabilité, hein. Je Complètement. suis complètement C'est responsable ça. de la vie que je mène. Je suis responsable de mon bonheur. Mais quelque part, on est aussi responsable de tout ce qui ne va pas, quoi. Alors, ça peut faire un peu tiquer hein, quand on dit ça, mais oui, je pense qu'on a toujours le choix, en fait. On a le libre arbitre de faire ce qui est bon pour nous. Et on ne trahit personne. C'est-à-dire que si je dis non à l'histoire familiale, si je dis non à un personnage, c'est parce que je me dis oui profondément. Et je pense que le but de notre vie, c'est de se dire oui, en fait. Ouais, tout à Ouais. fait. Waouh. C'est un mariage avec soi-même. C'est tout à fait ça. Je me dis oui. Oui, je me dis oui. Je me dis là, depuis que je t'écoute, là, j'ai épigénétique et psychogénéalogie qui me tournent en tête. Et je me dis là, ça peut être vraiment intéressant qu'on puisse faire les parallèles avec ces trois termes, ces trois concepts qui sont psychogénéalogie, épigénétique et EMDR. En quoi c'est lié? En fait, c'est très surprenant. La je vous ai dit, hein, la psychogénéalogie, c'est de la psychothérapie. L'origine de la psychogénéalogie, pour le coup, c'est la psychanalyse. En psychanalyse, Françoise Dolto en a beaucoup parlé. En psychanalyse, ça fait très longtemps qu'on dit que il faut 3 générations pour, par exemple, créer un psychotique, pour ou une maladie chronique apparaisse. Françoise Dolto disait que lorsqu'il y avait un traumatisme et lorsqu'il y avait un secret de famille, à une génération, il y a un trauma, un secret de famille. La deuxième génération sait de quoi il s'agit mais décide de ne pas en parler, ça devient tabou. Et à la troisième génération, c'est complètement dans l'inconscient. Donc il y a quelque chose qui habite les individus. On parle de fantômes d'ailleurs psychiques. Ils sont pris par des peurs ou des maladies, des choses qui sont incompréhensibles pour eux. Donc, en psychanalyse et déjà... auquel ils s'identifient. Et auquel ils s'identifient. En psychanalyse, on dit qu'à partir d'un trauma et d'un secret de famille, la répercussion fait sur 3, 4 générations, voire pour les gros traumas de l'humanité comme des génocides, comme la Shoah, la répercussion se fait sur 7 générations. L'épigénétique, qu'est-ce que dit l'épigénétique depuis quelques années? Les scientifiques disent qu'il faut au moins, à partir d'un traumatisme, la répercussion au niveau des gènes se fait sur au moins 3 générations. Donc la science rejoint en fait la psychanalyse. Enfin, moi je trouve ça passionnant. Mais comme le MDR, c'est une technique psychocorporelle, mais c'est aussi une technique qui est issue de l'épigénétique, mais aussi de tout ce qui est neuropsychologique. Donc, le fonctionnement corporel alors là, j'ai parlé tout à l'heure d'amygdale, de l'hippocampe et des vers de Broca. Le fonctionnement corporel vient complètement en résonance avec ce que les psys disent depuis des années, en fait. Que le temps est suspendu dans un trauma, qu'il y a tout ce qui est comportement archaïque de peur, de fuite, mais de faire le mort aussi, qui s'activent, qui sont présents, que la parole est réduite. Aujourd'hui, on peut faire le lien vraiment avec ce qu'on dit en psychologie depuis tellement d'années et ce qu'on découvre aujourd'hui avec la science. Et moi, je pense que tout ça, ça va ensemble, en fait. Bien sûr. Ouais, tout à fait. C'est complètement lié. Et en Ayurveda, on parle de 7 générations. Ok. Donc c'est super intéressant. C'est ça. Hein. Tu disais, voilà, le MDR, c'est relié à des pratiques récentes, mais au tout départ, tu as aussi parlé de yoga, de kinésio. Moi, je rajouterais aussi l'aspect Qigong, parce que le Qigong, ayant pratiqué le Qigong, et en fait, en yoga et en Qigong, qui sont les 2 pratiques corporelles que je connais un peu mieux, il y a le Qigong des yeux, il y a le yoga des yeux, donc en fait, ça date depuis très très longtemps, où les personnes qui étaient dans ces rôles de prendre soin de soi avaient compris, en fait.
Par rapport au mouvement des yeux, moi j'aime bien aussi évoquer que dans le sommeil, quand on dort, nos yeux bougent de droite à gauche pour justement venir assimiler ce qui s'est passé dans notre journée. Donc en fait, quand on parle aussi de MDR, hein, où on dit ouais c'est une technique nouvelle qui vient des États-Unis, ben en fait non, revenons encore à notre corps qui sait tout à l'intérieur, qui sait faire, et en plus relié au sommeil. Hein, moi le sommeil, je dis que c'est notre premier médecin. Bien dans le sommeil, finalement, on fait de l'auto-EMDR, où on vient ranger notre mémoire de la journée, voire des 2-3 jours qui viennent de se passer avant. Complètement, on vient mettre en mouvement quelque chose qui se fait naturellement chez nous et dont beaucoup de traditions, beaucoup de traditions utilisaient ces mouvements oculaires pour se remettre en harmonie en fait. Oui. Mais c'est un mouvement qui est des plus naturels effectivement au moment du sommeil, au moment de l'endormissement. Même pour les personnes qui ont l'habitude de faire de la relaxation aussi, peut-être dans les guidances, prenez conscience en fait, là ça peut être le petit défi post-écoute de l'épisode, mais en fait on fait des mouvements oculaires aussi. Je sais pas si toi tu as déjà fait attention à ça, mais moi je suis hyper attentive à ça et les yeux bougent en fait, hein, dès qu'on me met dans un état de conscience modifié. Oui, ou parfois quand on raconte quelque chose, Ah oui. juste un événement de notre journée, tout d'un coup on se rend compte qu'il y a des mouvements oculaires qui vont comme ça, qui balayent un peu la pièce. Parce que je pense qu'il y a quelque chose d'interne qui nous réharmonise en fait. Hein. Le fait simplement d'évoquer un événement nous replonge dedans. Hein. C'est le propre de la visualisation en fait. Hein. Ouais, Donc voilà. Donc il peut y avoir aussi naturellement ces mouvements qui se font. je me dis qu'on va peut-être tendre tranquillement vers la fin. Ouais. Est-ce que tu es d'accord peut-être de nous laisser un petit mot sur tes formations que tu nous proposes? Et puis voilà, après je viendrai conclure tout doucement. Ok. Donc je propose des formations en psychogénéalogie évolutive. Donc avec un premier cycle où là il y a toutes les bases de la psychogénéalogie et un deuxième cycle qui est vraiment orienté sur tout ce qui est trauma. Donc avec le MDR, mais aussi avec l'hypnose et avec une autre technique qui s'appelle l'intégration du chemin de vie, qui complète très bien le MDR. Et puis je propose pour les thérapeutes, exclusivement pour les thérapeutes, une formation de 4 jours en EMDR. Voilà. Celle que j'ai suivie. Voilà. Betty, est-ce que tu proposes encore des consultations? Non, pas du tout. Donc là, si vous voulez des consultations, vous appelez Fanny. Mais sinon, vous avez un annuaire sur ifpia.fr. Ouais, super. Voilà. Okay, merci. Oui, merci Betty pour cette belle introduction. Donc moi je suis Fanny Frock, coach psychocorporel avec donc cette belle spécialité qui est le MDR. Je suis également formatrice. Pour ce qui est des consultations individuelles, donc j'accueille en cabinet dans le pays de Redon ou bien en ligne. Tout est sur mon site internet fannyfrock.com. On peut même prendre rendez-vous en ligne à présent et régler sa consultation en ligne. Concernant les consultations, j'ai envie de laisser un petit mot tout de même. Je propose donc un accompagnement en coaching de vie nommé Radicalement Vivante, qui est donc un accompagnement pour les personnes qui souhaitent changer de vie et se connecter vraiment à ce qui les fait vibrer, qui ne supportent plus tout ce qui les limite et tout ce qui est phénomène de répétition. Et également, j'accompagne en coaching professionnel donc les entrepreneurs visionnaires qui souhaitent créer leur entreprise ou bien donner un autre dynamisme dans leur activité. J'accompagne essentiellement les professionnels qui ont des métiers dans le secteur du bien-être, de la périnatalité et parentalité. Pour ce qui est de mes formations, eh bien pour le moment, on est sur une formation pour devenir gardienne de cercle et facilitatrice en massage bébé. Pour le public, le grand public, j'ai toujours mes programmes en ligne qui sont yoga prénatal et massage bébé. Voilà, toutes les informations sont donc sur mon site internet. Est-ce que tu voudrais nous laisser un petit mot de la fin? Soyez à l'écoute de vous-même, tout simplement. Voilà. Ouais, merci beaucoup, Betty. À bientôt. À bientôt.
J'espère que cet épisode t'a plu. Pour le faire vivre, like, mets-moi un commentaire et partage-le aux terriens et terriennes de ton entourage. On se dit à tout bientôt sur les réseaux.